Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, il sera question de documentaire avec la 15e édition du Festival international du cinéma des peuples, Agnulo Abolo, qui s'ouvre ce vendredi dans la commune de Poindy-Wimian. Pour nous en parler, nous recevons René Boutin, le directeur artistique de ce festival qui malheureusement pourrait disparaître après cette 15e édition, faute de moyens. Mais tout d'abord, le sommaire. Une semaine de festival, 37 documentaires à l'affiche, sélectionnés parmi environ 3000 films. La programmation de cette nouvelle édition s'annonce encore une fois très riche et prometteuse. Voilà maintenant 15 ans que le festival Agnulo Abolo existe en Nouvelle-Calédonie et émerveille le public grâce à sa richesse cinématographique. Après 2 ans d'absence due à la crise sanitaire, le Festival du cinéma des peuples revient enfin. Mais pour combien de temps ? La question se pose car l'association est à bout de souffle, dû au manque de subventions. Quel avenir pour le festival Agnulo Abolo ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre avec notre invité René Boutin. Et dans la seconde partie, Stéphanie nous parlera aussi de cinéma, tout en s'intéressant cette fois aux films documentaires diffusés sur le mastodonte de distribution Netflix. Entre coup de cœur et coup de gueule, une chronique à découvrir dans cette émission. Mais tout de suite, nous recevons René Boutin sur notre plateau. Salut René. Salut. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie surtout. 15 ans, c'est une belle date d'anniversaire ? C'est une super belle date. Ouais. Qui pourrait malheureusement souffler les dernières bougies du festival. C'est une édition particulière pour toi ? Oui, c'est une édition particulière parce que déjà ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de festival. Le dernier c'était en 2019. 2020 a été annulé 2021 pour le Covid. Cette année, en 2022, il y a encore 1 mois et demi, on n'était pas sûr de pouvoir faire l'édition. D'accord. On avait quand même décidé de faire l'édition scolaire. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait faire, on pouvait se permettre parce que... Décentralisé. Oui, dans 37 collèges et lycées, 35, pardon. 37. Et il y a... c'est ce qu'on a fait avant, mais c'est surtout c'était rendu possible parce que l'année dernière, en fait, on avait annulé l'édition 1 mois et demi avant le festival. Du coup, vous l'avez préparé en amont quand même. On avait déjà préparé des films, et ce qui fait que cette année, on a eu la possibilité de faire cette édition du 19 au 31 septembre dans les collèges et les lycées. D'accord. Alors c'est une nouvelle qui tombe là dans les médias. On a pu suivre le fait que le festival est sans doute s'arrêter. J'imagine qu'en coulisses, ce n'était pas un secret, quoi. En coulisses, c'est pas un secret parce qu'en fait déjà depuis 2019, on avait vraiment du mal à poursuivre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 2018, très sincèrement, c'est l'impossible, c'est devenu la norme à Agnulo. D'accord. C'est vraiment toujours dans une situation d'adversité, de combat, de beaucoup de travail, de complètement dépassé. Mais on voulait absolument maintenir le festival et se battre pour le festival, quoi. Puis là, cette année encore, les subventions, elles arrivent très tardivement. Au dernier moment, la dernière subvention, c'était il y a 1 semaine. Compliqué. On ne peut pas travailler comme ça. Pour nous, il faut qu'on prépare le festival au mois de janvier. Et voilà, donc c'est une édition sans invités extérieurs. C'est important d'avoir ces invités extérieurs parce que l'échange avec la population, c'est on y viendra aussi. Voilà. Combien cela coûte ? C'est quoi le budget pour une édition ? Pour faire une édition normale, il faudrait 25 millions. 25 millions ? Et là, ces dernières années ? En fait, c'est pas 25 millions parce que ça, c'est grâce au fait que le festival il est populaire et que les invités extérieurs maintenant ils prennent en charge aussi leurs billets. On arrive aussi à avoir des partenariats avec des institutions extérieures pour faire venir des réalisateurs. Mais tout ça, c'est un gros travail en amont parce que on peut pas le faire du jour au lendemain. Il faut monter des dossiers, tout ça. Donc pour économiser 300 000 francs de billets d'avion, donc c'est aussi du travail. Il faut s'y prendre à l'avance. C'est beaucoup de travail, quoi. Et 25 millions, c'était les années fastes un peu ? Mais avec 25 millions, on a toujours fait un bon festival. Mais les dernières années, on n'a jamais eu 25 millions. Oui, voilà. En 2018,
2018, on avait tellement peu de budget on l'a fait sur 3 jours. Ouais. On l'a fait sur 3 jours. Et pourquoi on l'a fait sur 3 jours? Parce que nous, on avait déjà investi dans le festival. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on doit travailler au mois de janvier sur le festival pour commencer la programmation. Et quand nous, on commence à travailler au mois de janvier, eh bien, on investit dans le festival. Donc, si on a un petit peu de trésorerie, eh bien, ça va, on arrive à passer un petit peu certains caps. Mais quand on n'a pas de trésorerie et puis quand c'était déjà engagé dans le festival, ben après, il faut rattraper tout ça parce que nous, il faut qu'on rembourse. Ça devient ingérable. Tout ça, ça devient ingérable. Ouais. Annulo Bolo, c'était aussi des salariés. Aujourd'hui, tu es le dernier, mais 4 salariés. 4 salariés parce qu'on faisait aussi de la production. Il y avait aussi des formations. Structure équipée. On avait un local, donc on a perdu le local en 2018. D'accord. Hein, et donc depuis 2018, on n'a plus de local. On a licencié 2 personnes en 2018. La dernière personne, fin 2018, la dernière personne. Et depuis 2018, je suis le seul salarié. Et moi-même, maintenant, je suis licencié. Tu t'es licencié, toi? Ouais, je me suis licencié. C'est possible. mais voilà, on nous a demandé aussi il y a quelques années, enfin, pas que à Noabolo, l'ensemble des associations, de professionnaliser un petit peu les associations. Ils ont mis en place des personnes qui étaient compétentes, tout, mais maintenant, il faut les licencier. Donc voilà, il n'y a plus personne. Et qui va s'occuper du festival dans ces conditions? Je ne sais pas. Donc là, la décision n'appartient même plus à Noabolo. Maintenant, si les institutions ils veulent vraiment un festival, eh bien, il faut qu'ils se donnent les moyens. Et puis nous, nous, on ne va plus investir dans le festival. C'est-à-dire que là, nous, on arrête. Et puis, vous voulez un nouveau festival, eh bien, vous nous faites des propositions. Et puis, on fait le festival. On fait. Qui fait quoi je sais pas. Mais moi, je ne peux plus faire 5... Toi, personnellement, quoi qu'il arrive, tu ne souhaites plus non plus chapeauter le festival. Je vais arriver à... Non, je ne veux plus faire l'administration, je ne veux plus faire la communication, je ne veux plus m'occuper de la technique, je ne veux plus faire les traductions, je veux plus... Non, c'est fini. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Il l'a dit, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore sauver le festival? Des jeunes, peut-être, une nouvelle génération? Nous, de toute façon, on est toujours, on est toujours là pour les accompagner. Hein, je veux dire, on a besoin de ton réseau aussi. Oui, bien sûr, voilà, le réseau, tout ça. Donc, c'est évident que si le festival, si les institutions décident de faire un festival, elles décident de mettre le budget qui s'engage aussi sur le festival avec un format qui est aussi à définir, il est bien évident qu'on va les accompagner. Oui, bien sûr. Ouais. On a besoin. Mais seulement, voilà, c'est beaucoup de compétences le festival, beaucoup de compétences plurielles et ça, c'est pas évident. Voilà, on ne se rend pas compte. Et pour René Boutin, ce serait quoi la suite sans le festival? Des projets perso? Tu es aussi un artiste plasticien. Tu reviendrais à cette passion peut-être? Moi j'ai plein de projets. J'ai plein de projets, ouais. Mais ouais, il n'est pas exclu que je revienne pas à la télé en tant qu'artiste. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire. On sera heureux de te recevoir. Hein. La porte est toujours ouverte chez Calédonia. Parlons un petit peu de cette édition 2022, si tu veux bien. Hein. C'est la 15e édition. On va regarder un extrait. On a fait un teaser avec quelques vidéos. On regarde ça maintenant pour les téléspectateurs. Ça leur donne un peu une idée. C'est parti. And that's why racism stops with me. That to me was the moment somebody might. It's important that we give courage and voice to those people who do want to stand up. Adam, good to be watching. This is for you. Borman ma যখন আই গরিব মানুষ জিও না যতত ফঙ্গর গো বেকুনের বনি গিয়া অদে বেকুন হতে একটা লাভ একুডুল্লা হয়নি Cada persona se merece un respeto. Yo me lo debo a mí mismo, yo le debo a mi abogado. All by walking school, asik, road, water supply, all by Aslan tok me blate no sami tru na me bladu sem grane go na bien na no paresem na gasi go na. Kale na nyin kulwa min jete. Nyin kulwa batata bake. Nyin kulwa tata bakono. Ibika yesoto. What 30 boat can fish for a month, the Chinese will come for one day. And I was thinking a lot that if I sell my boat,
I then at least try elsewhere like Europe. No pueden haber homosexuales en la pandilla, solo hay un varoncito. Le van a matar, le decía, no me importa, me voy a morir feliz porque estoy con la persona que quiero, me decía. Dios hace comparación del homosexual con el perro, con un animal. Et nous sommes toujours en plateau avec René Boutin. René, là on vient de voir un court extrait comparé à la programmation du festival. Ça nous donne un petit peu l'idée de la richesse des films sélectionnés comme chaque année. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes sur cette programmation ? En fait, cette programmation, il y a ce qu'il faut. On a le festival 2020, il a été annulé en avril 2020. Et moi, je m'étais déjà un petit peu engagé, donné un petit peu ma parole à quelques personnes sur des films qui étaient essentiels, qui me paraissaient vraiment importants. J'ai gardé ces films, même si on les avait pas préparés, ils n'étaient pas traduits, ils n'étaient pas sous-titrés et tout. Et après, en 2021, on a rajouté aussi des films. Donc ces films, ils étaient prêts. C'était aussi un engagement. Donc l'édition de cette année, il y a des films qui sont là, qui ont déjà pratiquement 2 ans. Mais il fallait les garder. Parce qu'en fait, à Noisboro, souvent, c'est des inédits, souvent, même en festival. Tu veux dire inédit, qu'est-ce que tu entends par là ? Des films qui n'ont pas été dans d'autres festivals. D'accord. Nous, il y a seulement à Noisboro qui bénéficie. Ils démarrent leur carrière quelque part en festival avec à Noisboro. C'est fort, ça. C'est pas mal. Mais il y a aussi d'autres films qu'on récupère dans les festivals, naturellement. Et donc là, c'est une sélection. Il y a pas, les films de cette année, c'est essentiellement des films du pays qu'on a rajoutés, qu'on a remaniés un petit peu parce que les gens ils avaient envie de revoir aussi ces films. Mais la section internationale, elle a été faite l'année dernière surtout qu'on avait payé les droits déjà, les droits de diffusion des films. Donc vous les avez gardés, ce qui est normal. Il ne fallait pas qu'on le perde. Tu t'es plongé toi-même dans la sélection parmi du coup 3000 films, mais là étalé sur plusieurs... Non, mais 3000 films, là non, parce que cette année, j'ai pas regardé 3000 films, j'ai regardé ce qui était vraiment essentiel. On a plus fait d'appel à films. L'année dernière, il y avait un petit peu moins de films pour les mêmes raisons aussi. Mais depuis 2016, c'est la moyenne à peu près. Ça s'est calmé. Mais à l'époque, c'était un travail titanesque que tu réalisais parce que Mais cette année, ça a été aussi un travail titanesque. C'est pas 3000 cette année, mais l'année dernière, j'ai dû un peu plus de 2000 films quand même. C'est incroyable. Du coup, tu as une idée de combien de films documentaires tu as pu visionner depuis 15 ans ? Ça doit être extraordinaire. Ça doit faire un sacré nombre. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup de films. Quelle richesse en tout cas. Ils sont pas tous bons. Oui, ils sont pas tous bons. Effectivement, tu dois. Ok. Il y en a sur lesquels. Qu'est-ce qui attire ton intérêt justement ? Sur quel aspect tu te bases pour sélectionner un film ? Déjà, le film, il faut qu'il réponde il y ait de vraies exigences au niveau de la forme. Il faut que ça parle aussi de la forme du documentaire d'aujourd'hui. Il faut que les sujets soient intéressants, qu'ils n'aient pas été traités plusieurs fois. Et puis, il faut aussi que le film, il intéresse le public du pays. Il y a des films qui sont vraiment bien, mais qui parlent du documentaire pour le documentaire, un peu dans le sens de l'art pour l'art. Il y a toujours 1 ou 2 films comme ça au festival, parce que quand même, il faut les montrer, ces films, parce qu'il faut aussi que le festival, c'est aussi pour les réalisateurs du pays. Donc c'est important de voir ces films et puis de se remettre aussi en question sur la forme, comment il faut travailler, tout ça. Et tu cherches aussi des problématiques que les gens d'ici... Ah oui, mais ça c'est pas négociable. Les problématiques, c'est fait pour les gens d'ici. D'accord. Et puis c'est fait, mais pour ouvrir, c'était juste les petites charnières. C'est pas pour conforter des idées reçues. C'est pour questionner. Donc c'est juste une petite barrière là qui... Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause. On va regarder le moment de Steph. C'est une de nos chroniques. On regarde ça maintenant et puis après on revient à nous. Ok, d'accord. C'est parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir René. Bonsoir. Et bonsoir à vous à la maison. Alors, tac. Amateur d'histoire vraie et de récits historiques, depuis 2015, donc Netflix s'est lancé dans plusieurs types de films documentaires. Tous les sujets possibles et inimaginables qui sont donc abordés. Donc pour ma part, il y en a certains que j'aime plus que d'autres, qui m'ont beaucoup plus touchée, c'est sûr. Donc ce soir, je vous ai fait un peu mon coup de cœur et mon coup de gueule, si je peux dire ça comme ça. Donc mon petit coup de cœur, c'est ce documentaire, donc Les règles de notre liberté, de la réalisatrice irano-américaine Raika, donc j'espère que je ne vais pas me tromper, Zektakbi.
Donc ce documentaire a été diffusé sur Netflix en 2019. Bon, c'est elle. Et d'ailleurs, il a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire la même année. Donc voilà, et ce film en fait il nous plonge en plein cœur de l'Inde rurale et ça soulève l'un des tabous qui est donc les menstruations féminines qui affectent beaucoup les femmes là-bas puisque c'est considéré comme sale, comme vraiment honteux aussi. Et donc voilà, je trouve que c'est important en fait dans les documentaires de parler de ce type de sujet parce que c'est comme ça que ça va faire bouger les choses. Et justement, je vous propose qu'on regarde un petit extrait. Allons-y. C'est parti. Can you explain what is this? नहीं तो भगवान ने पता नाम सुना ये तो ये घंटे वाले पीरियड्स जो मतलब बोली में चलते हैं नहीं पैड समझते हो ना नाम भी नहीं सुना, नाम भी तुम्हारा नहीं सुना, पता ही नहीं कैसे करेंगे ले लिया कपड़ा सा भी Voilà, parce que comme en fait les femmes là-bas n'ont pas accès donc aux serviettes hygiéniques comme ça coûte cher, donc du coup je trouve que vraiment il est bien. Je vous conseille vraiment de le regarder messieurs si c'est pas déjà le cas, parce que moi en tout cas il m'a touchée en tant que femme. Et puis aussi elles sont vraiment courageuses ces femmes parce que vous allez voir, donc il faut le regarder, elles vont vraiment se battre pour s'émanciper justement de ce stigmate menstruel et elles vont faire quelque chose qui est vraiment top, vous allez voir. Donc je vous invite à le regarder et vous aussi à la maison. Il est vraiment bien. Donc ça c'était mon petit coup de cœur. Okay. Et après j'ai mon coup de gueule. Ah. Mais c'est un petit coup de gueule je vais dire. Ouais, pas trop méchant quoi. Voilà, oui. Donc la Palme d'Or donc revient. Donc là c'est plutôt un documentaire historique. Donc là justement c'est sur Marilyn Monroe. Donc le mystère de Marilyn Monroe et donc conversation inédite. Alors c'est vrai j'ai été déçue. Parce que, bon, le titre en parle des conversations inédites. C'est vrai qu'il y a eu des enregistrements et des témoignages inédits qui n'avaient jamais été diffusés avant. Il y a même eu des images d'archives. Il y a eu le témoignage aussi de la sœur des Kennedy, la Patricia Lofant Kennedy aussi. Mais j'étais déçue dans le sens que je m'attendais à plus, à avoir, en savoir plus sur sa mort, etc. Et finalement, il n'y a rien. En fait, il ne nous apprend rien de nouveau, qu'on sait déjà. Mais en tout cas, il rend bien quand même hommage donc, à Marilyn Monroe, mais je suis restée sur ma faim. Donc je trouve qu'on survole un peu, je voulais qu'on creuse un peu plus, mais après c'est un sujet aussi, la mort de Marilyn Monroe, c'est un peu délicat, ça implique pas mal de choses et je pense que les langues ont du mal à se délier aussi, puisqu'après derrière il y a un impact, etc. Mais en tout cas voilà, ça m'a vraiment... Je le déconseille quoi, non. Il est bien parce que voilà, si vous aimez Marilyn Monroe, son histoire et tout, mais après on reste sur notre faim, moi je suis restée sur ma faim, après c'est mon opinion personnelle. En tout cas voilà, je vous ai parlé de ça parce que c'est vrai que Netflix, en plus j'avais même mis des images. Tac, Netflix c'est bien parce qu'on a le choix, enfin c'est mon opinion, il y a le choix en termes de documentaires, etc. C'est vrai qu'on trouve vraiment de tout, voilà, des films, donc, des documentaires animaliers, humanistes aussi, et historiques comme le Marilyn Monroe, mais pour certains, je dirais acteurs et réalisateurs, c'est pas une bonne chose en fait, parce que pour eux cette plateforme elle représente vraiment une, je dirais, c'est pas une chance pour la création. Donc au contraire, c'est pas très bien, c'est pas bon. Très grosse distribution. Voilà, ça va pas dans le bon sens. Je sais pas ce que vous en pensez, René. Ah mais moi je suis entièrement d'accord avec ça et je peux donner des exemples. On avait montré un film sur la Corée du Nord qui était assez exceptionnel il y a quelques années et après on voulait le diffuser sur Calédonien et donc Netflix il avait acheté les droits pour 28 ans sur le film. Donc ils ont complètement bloqué le film, donc il fallait payer une fortune pour pouvoir récupérer, on ne pouvait pas avoir le film et 2 ans après il n'y avait pas de spectateurs parce que le film n'était pas forcément difficile d'accès puis il n'était pas bankable comme Marilyn. Donc sur Netflix quand les gens ils zappent et en fait ils ne regardent pas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas regardées, donc ils ne sont pas diffusées, c'est une catastrophe pour les producteurs, c'est une catastrophe pour les réalisateurs et donc Netflix après finalement ils nous ont recontacté, bon ben c'est bon maintenant vous pouvez avoir le film et puis vous pouvez en faire ce que vous voulez parce que voilà les droits sont ouverts quoi. Ouais. Vous avez les droits pour 28 ans 28 ans, mais ils bloquent, en fait ils bloquent tout quoi, ils bloquent le marché du film et puis maintenant ils viennent aussi sur les festivals donc ça et puis bon c'est de l'argent qui arrive tout de suite pour certains diffuseurs hein, ils ont 10 000 €, ils prennent les 10 000 € et puis après le film il disparaît quoi. C'est dommage. Et c'est dommage. Ouais. Donc je crois qu'à l'avenir il va falloir avoir l'autorisation des réalisateurs et aussi des producteurs parce que finalement le public en profite pas. Parce qu'en fait
le documentaire, c'est pour le public avant tout. Déjà, c'est... Merci Stéphanie pour cette C'est moi. super rubrique. Les 2 exemples étaient très bien sur les formes de documentaires. Il y a des vraies questions derrière. On te remercie. Sans donner de bons points, naturellement. Bon, le temps passe vite, hein, on arrive presque à la fin. C'est important de proposer cette alternative, de voir ces films, parce que comme on voit Netflix là, mais il y a d'autres films qui ne seront jamais sur Netflix. Bien sûr. En fait, ce qui est aussi important, c'est que bon, pour s'inscrire au festival à Noisebro, ceux qui veulent inscrire leur film, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc ça paye aussi, parce que maintenant les gros festivals internationaux, quand ils sont populaires, eh bien, en fait ils font payer l'entrée. Donc par exemple, j'ai un festival à Paris, un gros festival à Paris ou en Suisse, voilà, c'est 50 €, ça fait 5-6 000 francs, 6 000 francs en CFP. Mais pour quelqu'un qui vient du tiers-monde, qui vient d'Afrique, qui vient, enfin je ne sais pas ce terme aussi, le tiers-monde, même d'Inde, de certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, mais c'est énorme, des fois c'est un mois de salaire. Donc ils peuvent pas, donc ces films, ils n'ont pas non plus d'audience. Donc c'est tout c'est une façon de travailler qui est importante pour nous, c'est de donner la possibilité à tous les réalisateurs d'être vus en dehors de leur pays d'origine, parce qu'en fait souvent ces films sont faits c'est une nécessité de dire, hein, et donc nous on a envie d'être les porte-voix aussi de ces paroles qui sont inaudibles. Et après en transitant par des festivals comme à Noisebro, et en fait ils ont une audience internationale, ça permet aussi de travailler après. Okay. Donc il y a toute une éthique de diffusion aussi qui est derrière. Il y a un aspect aussi à l'époque où le festival marchait bien, vous faisiez venir les réalisateurs étrangers des 4 coins du monde. C'est important d'inviter ces témoins, ces auteurs en quelque sorte à venir défendre et expliquer leur démarche ? C'est extrêmement important parce que surtout les gens d'ici, quand on voit les films, en fait on s'identifie, et on ne peut pas s'imaginer souvent avant de voir les films, on ne s'imagine pas qu'on peut s'identifier à un Chinois, à un Suédois, à un Africain, à un Américain du Sud, alors que c'est les mêmes personnes. Et donc là, ils sont là en chair et en os, on les a pendant 10 jours, et en fait il y a une relation très fraternelle qui se passe. Hein. Ils rencontrent la population locale. Ils rencontrent la population, donc là en fait ça valorise aussi la population locale, parce que la population locale, elle se questionne aussi sur ses valeurs, hein, est-ce qu'elles ont quelque chose d'important aussi pour le monde. Et là, quand elles rencontrent des gens qui sont très attentifs, hein, à tout ça, et bien en fait les populations, elles se sentent valorisées, elles se sentent bien, quoi. C'est pour ça que les gens du pays aiment le festival aussi d'A Noisebro, parce que ça confirme aussi un petit peu ce qu'ils sont et les valeurs qu'ils ont. Là, on voit justement des images là derrière nous, c'est des réalisateurs qui sont passés au fil des années. Enfin, à l'époque, on faisait des éditions spéciales. C'est vrai que ça apportait un côté aussi universel, c'était très fort. Tu dois avoir des anecdotes extraordinaires aussi à propos de la venue de ces réalisateurs des 4 coins du monde. Enfin, quand ils arrivent à Pointe-Dimier, c'est quand même... il s'est passé tellement de choses. Mais le festival, il est aussi populaire pour ça, parce que je crois que la première édition, on avait invité 15 réalisateurs qui venaient de pays des 5 continents. C'était énorme déjà à l'époque. Hein. Mais ces gens, ils ont tout de suite fait la promotion du festival, parce que la spécificité du festival, c'est aussi que les réalisateurs, ils restent là sur le site du festival pendant 10 jours. À Pointe-Dimier, on peut les croiser au coin de la rue. Ils sont là, et entre eux, c'est vraiment intéressant, parce que aussi les réalisateurs, il y a beaucoup de films qui ont été réalisés après le festival à Noisebro, qui ont été une coproduction entre des réalisateurs et des boîtes de production qui étaient ici. Ça crée du lien, quoi. Donc ça, c'était vraiment important. Et je me rappelle plus ce que je voulais dire juste avant par rapport à ça, mais en tout cas, c'est important que et donc c'est eux qui ont fait la promotion du festival à l'étranger chez eux. Voilà, ça fait comme le net, ils ont tout de suite à l'étranger, il faut aller là-bas parce que le festival il est vraiment bien, et puis en fait ça a facilité. C'est pour ça qu'on est passé de 140 films qu'on avait reçus en premier à 3000 films, quoi. Incroyable. Bon René, on arrive à tout le monde veut venir au festival. Tout le monde veut venir. On arrive à la fin de notre émission. On va regarder l'agenda culturel, c'est notre dernière rubrique, et après on se dira le mot de la fin. C'est parti pour l'agenda culturel. Besoin de vous changer les idées ce week-end? Eh bien, sachez que la commune de Boulou-Paris vous ouvre ses portes pour la fête des voisins et la journée des femmes rurales. Ça se passe demain de 10h à 17h à l'hippodrome de la commune. Mini-marché, expositions et divers ateliers vous seront proposés. Et en prime, pour celles et ceux qui ont l'esprit compétitif, à partir de 13h, préparez-vous pour les épreuves du Koh-Lanta Made in Boulou-Paris. Une belle journée conviviale et sportive en perspective.
Enfin, si vous aimez chiner, direction la commune de Vaud où se tiendra son marché et vide-grenier demain de 8h à 19h. Vêtements, vaisselle et bien d'autres surprises seront au rendez-vous. Une belle manière de mettre en avant le savoir-faire des producteurs de la région et de faire de bonnes affaires. Et voilà pour cet agenda culturel. Vous saurez tout ce qui se passe au niveau de la culture. Revenons à nous, René Boutin. Un petit mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin. Un petit mot de la fin, mais surtout venez à Point-d'Imier, parce que le festival il est encore là, les films ils sont magnifiques, sont superbes, hein, vraiment très sincèrement les films sont superbes. Et puis nous on est en pleine forme, donc on va s'amuser, on va profiter de ce moment exceptionnel qu'est le festival de Lambolo sur 10 jours sur Point-d'Imier. Il y aura des surprises ? Il y aura des surprises. Il y a des soirées qui vont être vraiment intéressantes. Il y a des soirées vraiment intéressantes avec des invités. Merci René d'être venu nous partager cette passion pour le cinéma documentaire. C'est moi qui vous remercie. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Quant à nous, notre émission arrive à sa fin. La semaine prochaine, vous pourrez suivre le Festival de Nuabolo dans notre JT. Il y aura quelques reportages à ce sujet. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne, même heure. Et passez un bon week-end. Au revoir.